Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque samedi. Info du Monde, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur CNews. Très heureux de vous retrouver en compagnie de Guillaume Bigot, essayiste, politologue. Bonjour à vous, Jean-Loup Bonamy, agrégé de philosophie, spécialiste en géopolitique. Harold Iman nous rejoint également cette semaine, journaliste pour CNews, spécialiste des questions internationales. On évoque évidemment, comme chaque semaine, donc l'actualité internationale, la politique étrangère vue de France. Pourquoi ce qui se passe loin de nos frontières peut nous concerner, doit nous intéresser. C'est ce que nous allons décrypter sans langue de bois, évidemment, comme chaque semaine, avec 3 grands thèmes d'actualité. Au menu de ce deuxième numéro, depuis plusieurs mois, les relations entre le Maroc et l'Algérie se durcissent. La mort de 3 camionneurs algériens dans un bombardement supposé marocain début novembre constitue une escalade sans précédent dans une région de plus en plus instable. Sommes-nous à la veille d'un conflit militaire entre l'Algérie et le Maroc? Ces tensions pourraient-elles être importées en France? On en parle dans un instant. Il est le phénomène médiatico-politique des dernières semaines. L'ascension d'Éric Zemmour suscite l'intérêt des médias et des observateurs à l'étranger qui oscillent entre fascination, crainte, étonnement à l'égard du polémiste. À 6 mois de la présidentielle, les médias étrangers s'étonnent de la popularité du discours de celui qui n'est pas encore candidat. Éclairage dans Info du Monde. Et puis, la série d'attentats islamistes qui a frappé la France depuis 2015 les a maintenus dans l'ombre. Ils n'en sont pas moins des acteurs de la radicalisation depuis une trentaine d'années. Le mouvement des frères musulmans né en Égypte en 1928 joue un rôle majeur dans la radicalisation. À quel point est-il présent en France? Quelles sont véritablement ses intentions? Nous en parlerons dans la troisième partie avec notre invité Alexandre Delval, géopolitologue et docteur en histoire contemporaine. Et on entre donc de plein pied dans notre premier thème. Depuis l'été, les tensions entre le Maroc et l'Algérie sont exacerbées. Elles ont atteint un point culminant. C'était le 1er novembre dernier avec la mort de 3 camionneurs qui ont été pris dans un bombardement au Sahara occidental dans une frappe dont le Maroc serait donc responsable selon Alger. Est-ce qu'on est à la veille d'une escalade militaire entre ces deux pays? Ces tensions pourraient-elles être importées en France? C'est donc l'objet de ce thème. Jean-Loup Bonamy, je me tourne vers vous en premier. Expliquez-nous justement cette crise entre le Maroc et l'Algérie. Bien sûr, vous avez le Maroc et l'Algérie, 2 pays qui ont été colonisés par la France, mais qui aujourd'hui sont 2 pays très différents. L'Algérie est une république socialiste, c'est un pays de gauche, entre guillemets, qui au moment de la guerre froide était l'allié de l'URSS, qui maintenant est encore très soutenu par la Russie. Et vous avez le Maroc, qui est une monarchie et qui est un pays, entre guillemets, de droite, qui d'ailleurs, au moment de la guerre froide, était l'allié des États-Unis. Le Maroc est devenu indépendant pacifiquement en 1956, l'Algérie indépendante en 1962, après une longue guerre. Et au sud du Maroc se trouve un pays qui est, une zone, un territoire qui est le Sahara occidental, qui était colonisé par les Espagnols. Et en 1976, les Espagnols sont partis, et pour des raisons historiques, parce que plusieurs dynasties royales du Maroc étaient issues de ce territoire, le Maroc a revendiqué ce territoire, et de fait, aujourd'hui, le Maroc occupe et administre ce territoire. Et on le voit clairement sur la carte. C'est que dans ce territoire, vous avez des tribus indigènes qui refusent cette souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Certaines ont formé un groupe armé, le Front Polisario, qui est militairement soutenu par l'Algérie. En effet, le Maroc et l'Algérie sont 2 pays qui entretiennent une très forte rivalité, et ce, depuis l'indépendance algérienne. Dès 1963, vous aviez eu la guerre des sables pour des histoires de frontières entre le Maroc et l'Algérie. Et donc, l'Algérie cherche à nuire au Maroc en sapant sa présence au Sahara occidental. Où tout cela peut-il nous mener, Guillaume Bigot? Alors, c'est pas l'hostilité qui est nouvelle. Ça a été rappelé par Jean-Loup Bonamy. Non, ce qui est nouveau, c'est que les esprits sont vraiment échauffés cet été. D'abord, il y a eu des feux en Kabylie très graves. Et puis, aux Nations Unies, l'ambassadeur du Maroc, qui s'appelle Omar Hilal, le 13 juillet exactement, a franchi une ligne rouge. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a subi une diatribe de son collègue, l'ambassadeur d'Algérie, qui, une fois de plus, s'enflammait en faveur de l'autodétermination des fameux Sahraouis, des gens du Sahara occidental, et que les Algériens soutiennent. Et là, l'ambassadeur, on peut dire, du Maroc a un peu vu rouge. Il est devenu, il a pris un coup de sang. Et il a dit, écoutez, si l'Algérie, finalement, s'intéresse tant à l'autodétermination des gens du Sahara occidental, elle ferait mieux de s'intéresser à l'autodétermination des Kabyles. Et une ligne rouge est franchie parce que cela, c'est une atteinte directe à l'intégrité et à l'unité
l'unité territoriale de l'Algérie, puisqu'en Algérie, il y a des provinces qui sont travaillées par une sorte de mouvement indépendantiste, c'est-à-dire les provinces de Kabylie. Ensuite, eh bien, il faut bien comprendre que les téléspectateurs se mettent dans l'esprit que depuis finalement l'indépendance de l'Algérie, il y a un pouvoir qui est très corrompu, qui est assez violent d'ailleurs, qui est très peu démocratique, et ce pouvoir, il est de plus en plus contesté. Le mouvement du Irak, ça veut dire mouvement justement en arabe, en 2019, il y a une foule d'Algériens dans la rue, surtout des jeunes, qui ont demandé des comptes à ce pouvoir. Des images impressionnantes. Exactement. D'un pouvoir très corrompu. Et le pouvoir a réprimé, d'ailleurs. Et donc, il pourrait y avoir, finalement, une tentation de la part de ce pouvoir militaire algérien de déclencher une guerre avec le Maroc pour se relégitimer d'une certaine façon. C'est ce qu'avait fait la junte argentine en 82 avec la guerre des Malouines. Et finalement, eh bien, les généraux argentins ont perdu la guerre et ont perdu le pouvoir. Et donc, si jamais ça se passait en Algérie, on n'ose pas imaginer les conséquences dramatiques pour la France. Mais bien sûr, le Quai d'Orsay se veut pour l'instant rassurant. Jean-Loup, on sait que le Maghreb est explosif, que la France compte une grande diaspora marocaine, algérienne également. Quelles conséquences à la fois pour la stabilité du Maghreb, mais aussi ici en France ? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez une crise économique très grave suite au Covid-19 au Maghreb. Ça a été très bien analysé par le spécialiste Pierre Vermeuren et qui notamment nous dit qu'au Maghreb, les gens pensent à priorité à survivre du fait de cette crise économique terrible qui accroît considérablement le risque révolutionnaire dans les pays du Maghreb. Et ces tensions entre le Maroc et l'Algérie qui viennent se greffer compliquent encore les choses. Par exemple, l'Algérie, pour sanctionner le Maroc, a coupé le gazoduc qui alimentait en gaz le Maroc et l'Espagne. Et c'est des tensions qui peuvent également se répercuter en France, où vous avez beaucoup de personnes d'origine marocaine et d'origine algérienne. Dites-vous bien qu'en France, il y a 18 consulats d'Algérie. Moi-même, je viens d'une ville de 120 000 habitants, Besançon, vous avez un consulat d'Algérie. Et par exemple, des violences intercommunautaires sont à craindre. Vous pouvez très bien avoir une forme de troisième mi-temps qui se jouerait sur le territoire français. Et on voit bien, finalement, vous savez, puisque ce sont deux pays musulmans, dans l'islam, vous avez deux concepts. Vous avez l'Oumma, c'est-à-dire la communauté musulmane mondiale dans son ensemble, l'ensemble des musulmans, et vous avez la fitna, la dissension, la guerre civile. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a fitna dans l'Oumma, avec cette tension extrêmement forte entre le Maroc et l'Algérie. Et également, un tout dernier point, c'est que le Maroc, qui est une zone de transit, pourrait exercer un chantage migratoire si, par exemple, la France ou l'Espagne soutenaient le Front Polisario et l'autodétermination des Saharouis. Le Maroc pourrait très bien ouvrir les vannes migratoires, non seulement de Marocains candidats au départ, mais même d'Africains qui transitent par le Maroc. Et là, ça nous concernerait encore plus directement. Vous confirmez, Guillaume ? Bien sûr, si cette guerre venait à éclater, ses effets seraient terribles en France. Il y a 3 millions de ressortissants algériens sur notre territoire. Il y a 1,5 million de ressortissants marocains. Ils pourraient effectivement importer leur conflit, mais de toute façon, Julien, il n'y a pas de guerre sans réfugiés. Donc ces réfugiés, ils iraient vraisemblablement, ils se dirigeraient vers la France. Il y a déjà des tensions intercommunautaires dans notre pays, ça serait compliqué. Et puis, il faut bien comprendre aussi que le rapport à la France du Maroc et de l'Algérie est très, très différent. Les Marocains, ça a été dit, c'est un vieil État, ils ont une identité nationale assise, et la colonisation n'a pas laissé un mauvais souvenir au Maroc. Un des colonisateurs du Maroc, protecteur du Maroc, s'appelait Lyautey. Eh bien, Lyautey, il y a des places Lyautey. C'est un protectorat. Exactement. Français. Il y a c'est quand même la colonisation, disons. Mais il y a des places Lyautey, il y a des statues de Lyautey. Tandis qu'en Algérie, matin, midi, soir, la propagande gouvernementale jette énormément de ressentis. Le rapport à la France n'est pas du tout le même. Il est blessé, ce rapport. Selon les deux pays. Et pourquoi ? Parce qu'il faut dire que l'Algérie n'a pas d'identité nationale. Elle s'est forgée cette identité nationale de manière très violente. C'est un accouchement très violent dans sa relation avec la France. Avant, il n'y avait pas d'État algérien ou disons, d'espace politique. Il y avait une conquête des Ottomans. Ensuite, il y a eu une conquête de la France. Ça n'a pas été une promenade de santé pendant un siècle. Ensuite, il y a eu cette guerre de décolonisation, 54-62, très violente. Et puis, on pensait que c'était terminé. Mais non, en 91 et 2001, il y a eu cette décennie sanglante, pratiquement 200 000 morts. Et vous savez, la vérité des choses, c'est qu'en fait, le rapport de la France et de l'Algérie, c'est un rapport de amour-haine. La guerre de 54-62, qu'on appelle... Nous, en France, on ne voulait pas dire que c'était une guerre. On disait que c'était des événements de pacification. Les Algériens, eux, on parlait de guerre d'indépendance, mais en fait, qu'est-ce que c'était ? C'était quasiment une guerre civile. Les guerres civiles sont toujours les plus atroces. Vous avez des Français qui prenaient fait et cause pour l'Algérie, et des Algériens, les fameux harkis, qui prenaient fait et cause pour la France. Et ça a été une guerre de décolonisation politique et juridique. Mais en 91-2001, c'était une sorte de nouvelle décolonisation culturelle et religieuse. Vous aviez des laïcs
contre des islamistes. Donc on n'en sort pas. Et si jamais la guerre éclate entre le Maroc et l'Algérie, il y aura des conséquences en France. Très vite, Jean-Loup, avant de simplement, faire intervenir il faut rappeler que sur cette question, les États-Unis ont joué un rôle, puisque les États-Unis, Donald Trump avait dit « Je reconnais la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental si le Maroc fait un pas envers Israël ». C'est ce qui s'est passé, et les Algériens, qui sont un État très hostile à Israël, reprochent justement au Maroc de s'être vendu pour un plat de lentilles et d'avoir trahi la cause arabe en se rapprochant d'Israël pour avoir la reconnaissance américaine sur le Sahara occidental. Et là, on revient sur, si vous voulez, la colère de la population algérienne. Vous êtes algérien, votre État, votre pays ne peut pas envoyer des Canadair pour éteindre des incendies. En revanche, votre pays va armer le fameux Polisario, les Sahraouis. Donc vous imaginez à quel point vous êtes énervé. Voilà, c'est ça qui se produit en fait. Justement, parlant d'armement, Harold Iman qui est avec nous également sur ce plateau, quel est l'état concrètement des forces militaires entre le Maroc d'un côté, l'Algérie de l'autre ? Alors l'Algérie, c'est un peu plus fort que le Maroc, sur le papier. Ils ont des alliés, la Russie, qui vend beaucoup d'armement, et ceci depuis l'ère soviétique. Ensuite, il y a une amitié avec l'Afrique du Sud, depuis les jours de l'apartheid, un peu l'Iran, un tout petit peu l'Espagne, c'est modéré. Donc, un budget militaire de 11 milliards pour l'Algérie, et ils ont 2000 chars, c'est gigantesque, mais tous russes pratiquement. Et puis, ils ont une aviation, pas mal, mais toute russe, avec des MiG, des Sukhoi, et puis, surprise, ils ont une marine dont 8 sous-marins. Ça, c'est pas mal. En face, le Maroc, allié des États-Unis, on le disait, un tout petit peu de la Turquie pour l'armement, un peu l'Arabie Saoudite opposée à l'Iran et un peu sous le radar, peut-être un peu Israël. 5 milliards de budget militaire et ils ont 1600 chars et véhicules blindés. Tout ceci est souvent du vieux matériel. Et ils ont des avions américains, des F-16, des Mirage français aussi, et une marine qui est bien inférieure à l'algérienne et pas du tout de sous-marins. Donc si on faisait un jeu de guerre, eh bien c'est l'Algérie qui gagnerait. Mais Erdogan soutient le Maroc et vend des drones au Maroc pour essayer de rétablir la balance. Bon, voilà pour cette première partie et ce premier thème. On va marquer une pause, se retrouver pour notre deuxième thème. On va parler d'Éric Zemmour dans un instant dans Info du Monde. Il est le phénomène médiatico-politique des dernières semaines et cette émergence du polémiste, eh bien, elle ne laisse pas nos voisins étrangers indifférents. C'est ce que l'on va voir dans un instant. À tout de suite. La deuxième partie d'Info du Monde, merci encore à vous de nous rejoindre sur CNews en ce samedi matin. C'est le phénomène politique des dernières semaines en France. On est à moins de 6 mois de l'élection présidentielle. Éric Zemmour continue de fasciner les uns, crisper les autres. Alors qu'il n'est toujours pas officiellement candidat, il est le phénomène médiatique, politique de ces dernières semaines. Cette émergence du polémiste ne laisse pas nos voisins indifférents. Et d'abord, outre-Atlantique, où les enjeux de notre présidentielle captivent les observateurs. Jean-Loup Bonamy, quelles sont les opinions d'Éric Zemmour sur l'international? Quelle serait la politique étrangère d'un Zemmour? Si on lit les textes d'Éric Zemmour, on voit que pour lui, il y a deux conflits majeurs. Pour lui, les deux sujets centraux, c'est l'affrontement Chine-États-Unis, dont Éric Zemmour parle régulièrement, et qui est un choc de civilisation, pour reprendre la formule de Samuel Huntington. Et également, il y a selon lui un deuxième choc, qui est le choc islam-Occident, deuxième choc de civilisation, qui lui va se jouer notamment sur notre territoire. Donc pour Éric Zemmour, dans sa pensée, ce sont les deux grands enjeux. Et également, on voit que pour Éric Zemmour, il y a une volonté d'inspiration gaulliste, en fait, de prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis. Il est très critique de l'atlantisme, de l'alignement français sur les États-Unis. Il y a également une critique, on en avait parlé de la semaine dernière, vis-à-vis de l'Allemagne, où il trouve que la France, notamment sur les questions économiques, est beaucoup trop soumise à Berlin. Enfin, il y a, vous savez, après la révolution russe de 1917, il y avait l'écrivain Romain Rolland qui, à propos de la révolution bolchevique, avait parlé de grandes lueurs à l'Est. Eh bien, Éric Zemmour, c'est un peu ça, mais version de droite. On a l'impression que, pour lui, ce qui se passe avec ces pays conservateurs qui ne veulent pas d'une immigration de masse, donc la Pologne, par exemple, la Slovaquie, la Hongrie de Viktor Orban, puisqu'il s'est rendu en Hongrie, ou également la Russie de Vladimir Poutine, avec laquelle Éric Zemmour veut se réconcilier, il veut un rapprochement entre la France et la Russie, et bien que Éric Zemmour regarde beaucoup vers ces pays d'Europe centrale et orientale dont il loue la politique. Guillaume Bigot, quelle serait, selon vous, la politique internationale d'Éric Zemmour? Quand on a écouté son discours de Rouen, où il a consacré un peu son discours à sa politique étrangère, de
devait être d'abord candidat et ensuite élu. Il y a 2-3 axes qui se décident. Effectivement, le premier, c'est que la France doit défendre ses intérêts et cesser de défendre des idéaux ou des droits de l'homme. Vous savez, c'est la formule du général de Gaulle sur laquelle on a insisté beaucoup dans Info du Monde. Et les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et en effet, pour Éric Zemmour, si on prend la crise, par exemple, à la frontière Biélorussie-Pologne, quand on se préoccupe des migrants, on défend des idéaux. Mais en fait, derrière ces idéaux, il y a les intérêts de la Biélorussie qui poussent ces migrants. Quand on défend les sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie parce que la Biélorussie ne serait pas démocratique, très bien, on défend des idéaux, mais en réalité, on défend les intérêts des Américains qui veulent nuire au bloc, disons, russe. Ensuite, je pense qu'il y a une autre idée, c'est le rééquilibrage, en effet, de la politique étrangère. Probablement pas déchirer l'alliance traditionnelle avec les anglo-saxons, avec les États-Unis d'Amérique, mais en tout cas, probablement cesser d'être pris pour un paillasson par les États-Unis et par la Grande-Bretagne, comme on l'a vu dans l'affaire des sous-marins. C'est-à-dire que, un peu l'inverse du président Macron. Le président Macron, en fait, c'est un des présidents de la République qui se sera le plus fâché avec le plus de pays. Ce n'est pas rien en diplomatie de rappeler un ambassadeur. Il a rappelé l'ambassadeur en Italie, il a rappelé l'ambassadeur aux États-Unis, il a rappelé l'ambassadeur en Australie, voilà. Donc il a parlé très fort aussi. Il a dit, par exemple, c'est une phrase très forte, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Donc il a parlé, mais il n'a pas agi. Et je pense que si, par exemple, la France sortait du commandement intégré de l'OTAN, c'est probablement quelque chose que recommande Éric Zemmour, eh bien, dans ce cas, on aurait un moyen de pression. On serait pris au sérieux par la Russie, mais on aurait un moyen de pression. Pourquoi ? Parce que les décisions au sein de l'OTAN sont prises à l'unanimité. Donc on resterait à l'intérieur de l'OTAN, mais on pourrait, en fait, avoir un rôle. Alors, quelle image Éric Zemmour renvoie à l'étranger ? C'est aussi l'objet de ce thème. Harold Iman, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes franco-américain. Comment est-ce qu'on voit Éric Zemmour aux États-Unis ? On entend beaucoup dire c'est un Trump à la française. Oui, on regarde surtout le côté idéologique du personnage. Alors, on va commencer bien sûr aux États-Unis et avec le New York Times, qui est quand même le journal institution qui suit le plus la France, il faut le dire. Et donc, le titre que vous voyez, de la télé à l'Élysée, une star de droite dure s'inspire de Trump. Et le journal cite les paroles d'Éric Zemmour tirées d'un entretien téléphonique qu'il a eu avec lui. La France n'a pas au sujet de la sortie justement du livre, la France n'a pas dit son dernier mot. Et le polémiste explique s'être modelé sur le livre de Trump en 2015, qui s'appelait Great Again, grand de nouveau, dans lequel le futur président américain pose devant la bannière étoilée. Bon, et Éric Zemmour précise que le saut de la télévision à la politique, de la part de quelqu'un d'extérieur au parti, le rapproche de Trump. Et une autre chose encore le rapproche, c'est que les deux ont compris que la classe ouvrière pense à l'immigration et au commerce international, voire avec la Chine. Guillaume, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il y a une sorte de, ce qu'on pourrait dire, une Bannon connection. Vous savez, Bannon, c'est Steve Bannon, c'était le conseiller stratégique de Donald Trump. Ensuite, il a pris ses distances avec Donald Trump. Il avait des intentions très claires politiques en Europe. Il a soutenu le mouvement du Brexit, par exemple. Et il y a une connexion parce que Éric Zemmour est proche de Marion Maréchal et Marion Maréchal est très proche de Steve Bannon aussi. Et elle avait d'ailleurs été invitée aux États-Unis dans un grand congrès conservateur qui s'appelle le CPAC en 2018, où elle avait tenu ce discours « Make France Great Again », faire à nouveau de la France un grand pays. Mais je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale entre Donald Trump et Éric Zemmour. Il y en a au moins deux. D'abord, il y a un personnage qui est un peu vulgaire, un peu rentre-dedans, alors que Éric Zemmour, on peut lui trouver toutes sortes de défauts, mais c'est un personnage qui écrit ses propres livres, c'est un véritable intellectuel. La deuxième différence, elle saute aux yeux, c'est que Donald Trump a pris le contrôle du Parti républicain, qui est tout de même une machine électorale. Ouais. Et plus près de nous, Harold, il y a quand même l'Europe. Rapprochons-nous de nos frontières. Que pensent les autres pays européens d'Éric Zemmour ? Ça les inquiète de voir un candidat souverainiste, anti-Union européenne, aussi haut dans les sondages ? Ça dépend du journal, en fait, parce que là, on va aller... Oui, non, mais parce qu'il y a des pays où ça ne dépend pas. Tout le monde est sur la même ligne. Bon. Mais en Grande-Bretagne, on va voir The Spectator. C'est un hebdomadaire très conservateur qui suit Éric Zemmour à la trace. Ils ont même une série sur lui qui s'appelle Le Plan Z, la montée d'Éric Zemmour sous la plume d'un seul homme, Jonathan Miller. Et il vient de faire un article ce jeudi dernier sur, justement, le fait que la Royal Institution de Londres a annulé Éric Zemmour. Et donc, pour ce monsieur Miller, Éric Zemmour est caustique, parfois méchant, très érudit, inoxydable, passionné par le redressement d'une France pétrie des valeurs de naguère. Il ressemble bien davantage, tenez-vous bien, à Boris Johnson qu'à Donald Trump. Là, on est en pleine Angleterre. Il faut vraiment interpréter. Et pourquoi pas cette invitation à la Royal Institution ? Parce que, selon l'auteur,
Boris Johnson lui-même aurait soufflé, ne l'invitez pas, et il aurait dit à ses députés, ne le recevez pas, j'ai trop de problèmes avec le Brexit. Parce qu'il faut rappeler que, en fait, l'une des plus grandes villes françaises, c'est Londres, où vous avez une communauté française très importante. Et donc, c'est pour ça qu'Éric Zemmour, justement, avait le projet de se rendre à Londres. Et on voit que là... ce qu'avait fait Emmanuel Macron. Voilà, ce qu'avait fait Emmanuel Macron, tout à fait. C'était très bien vu. D'ailleurs, Boris Johnson, qui avant était maire de Londres, quand il rencontrait Alain Juppé, maire de Bordeaux, lui disait vous savez, monsieur Juppé, je suis maire d'une plus grande ville française j'ai plus d'administrés français. Il y a plus de Français à Londres qu'à Bordeaux. Il y a aussi le reste du monde, Harold, par exemple le Brésil ou aussi les pays francophones qui sont d'anciennes colonies françaises qui pourraient s'inquiéter, peut-être, pourquoi pas, des propos d'Éric Zemmour sur l'immigration, l'identité française. Ah ben ça nous amène au Maghreb directement. Ouais. Hein, et au Maghreb, c'est à peu près toujours négatif. Alors au Maroc, l'hebdomadaire très haut de gamme, tel quel, n'est-ce pas, écrit que Éric Zemmour ne parle que d'une seule chose, l'islam, et Zemmour n'est spécialiste de rien. Et je continue sur l'article. Éric Zemmour trouve qu'il y a trop d'arabes ou musulmans, comme vous voudrez, dit l'auteur. Mais en même temps, Zemmour est nostalgique de la période coloniale. C'est étrange, pour conclure tel quel. Et enfin, en face, l'Algérie, hein, on ne peut pas s'en passer. Donc, on va regarder ce qui se passe côté Algérie. Dans El Watan, eh bien, la haine érigée en mode de pensée. Bon, ce n'est pas vraiment tout à fait original. C'est un journaliste inconnu et obscur, éditorialiste du Figaro, estime El Watan, qui n'a visiblement pas pris la température en France. Finalement, nos voisins, qu'ils soient européens ou plus lointains, vivent un peu les mêmes divisions autour du cas Éric Zemmour. Soit il fascine, soit il crispe. C'est un phénomène dont tout le monde parle. Guillaume Bigot et Jean-Loup Bonamy. On retrouve aussi cette nuance entre le Maroc et l'Algérie. Les propos sont durs au Maroc, mais ils sont un peu retenus quand même, tandis qu'en Algérie, vraiment, ça y va très très fort. Ça, c'est le caractère algérien. En tout cas, et puis c'est le lien avec la France. Mais on voit, il y avait d'ailleurs dans El Watan une caricature assez déplacée à mon avis, où on voit Éric Zemmour en corbeau près des urnes. Enfin, tout ça est quand même assez marqué. Je crois qu'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que il y a une inquiétude pour l'instant, mais voilà, ça suscite la curiosité. Beaucoup de curiosité, un peu d'inquiétude, mais on n'est pas encore dans un phénomène qui va mobiliser ses opinions publiques à l'étranger. Oui, on voit qu'on a des jugements assez contrastés. Par exemple, je crois également dans la presse hongroise, puisque à la fois Éric Zemmour et Marine Le Pen avaient fait le déplacement auprès de Viktor Orban, et que les Hongrois disaient... Ils n'ont pas été reçus de la même façon. Ouais, ils n'ont pas été reçus de la même façon, mais on peut souligner l'extraordinaire habileté pour Marine Le Pen, oui, je le rappelle. Regardez, c'est eux qui viennent à Orban, et ce n'est pas Orban qui a besoin d'eux. Et donc, finalement, pour la presse hongroise pro-Orban, c'était plutôt modèle, une bonne nouvelle, et que justement une source d'inspiration, encore une fois ce thème de la grande lueur à l'Est, c'est ce qui apparaissait. On peut voir également qu'il y a des médias qui remettent en cause, par exemple moi je voyais quelque chose dans The Atlantic, qui est un journal américain qui disait « mais les journaux français n'ont pas tiré les leçons du cas Trump et ils font monter la sauce Zemmour comme ils ont fait monter aux États-Unis ». Très intéressant ce point, ils n'ont pas compris comment ça marche. Donc, ils remettent une pièce dans le jukebox à chaque fois. Également, plus ils l'agressent, plus ils le font mais il y a monter. des choses qui peuvent être inquiétantes. Moi je peux avoir des points d'accord avec Éric Zemmour sur certains sujets, mais quand vous voyez par exemple les propos qu'il a tenus quand il disait que nous ne devions pas reprendre les Afghans qui avaient aidé l'armée française et qui risquaient d'être tués par les talibans en représailles, qu'on ne devait pas les accueillir en France. Il y a beaucoup d'anciens militaires français, par exemple, et étrangers qui avaient participé à la guerre en Afghanistan, qui ont été scandalisés. Et moi aussi, qui ai pourtant des points d'accord avec Éric Zemmour, là j'ai trouvé en effet, j'étais assez scandalisé, et ça a scandalisé beaucoup de gens. Où trouverons-nous des auxiliaires militaires si nous ne sauvons pas ceux qui nous ont aidés sur le terrain? Chaque pays étranger a son propre Zemmour. En effet, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les effets que provoque cette non-candidature d'ailleurs pour le moment d'Éric Zemmour dans cette présidentielle à venir. Dans un instant, notre troisième partie d'Info du Monde, on se retrouve, on va parler du mouvement des frères musulmans qui est né en Égypte en 1928, qui joue un rôle majeur dans la radicalisation des esprits. À quel point est-il présent en France? Quelles sont ses véritables intentions? Alexandre Delval, géopolitologue, docteur en histoire contemporaine, nous rejoint pour en parler. À tout de suite.
De retour sur le plateau d'Info du Monde pour notre troisième et dernière partie. Merci à vous si vous nous rejoignez sur CNews. La série d'attentats islamistes qui a frappé la France depuis 2015 les a maintenus plutôt dans l'ombre. Ils n'en sont pas moins des acteurs de la radicalisation depuis près de 30 ans. Le mouvement des frères musulmans est né en Égypte en 1928. Il joue un rôle majeur dans la radicalisation des esprits. À quel point est-il présent en France? Quelles sont véritablement ses intentions? On va en parler avec vous aujourd'hui, Alexandre Delval. Merci beaucoup d'être présent. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, professeur de géopolitique, auteur de nombreux essais qu'on va découvrir à l'antenne, notamment le dernier, La mondialisation dangereuse, coécrit avec Jacques Sopelsa aux éditions de l'Artilleur. Vous êtes auteur également du livre Le Projet, aux mêmes éditions. Auparavant, vous aviez consacré une enquête fouillée, précise, avec le reporter Emmanuel Razavi, au projet de subversion des frères musulmans. D'ailleurs, vous avez été entendu par la commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation. En quelques mots, Alexandre Delval, pour commencer, depuis le 11 septembre 2001, vous n'avez eu de cesse d'alerter l'opinion sur la dangerosité des islamistes en général et des frères musulmans en particulier. Oui, alors des frères musulmans en particulier, parce que les frères musulmans, c'est la matrice du terrorisme islamiste et de l'islamisme institutionnel, les deux mamelles. En gros, les coupeurs de langue, ceux qui vous font taire en vous traitant d'islamophobe, les frères musulmans qu'on connaît bien, et les coupeurs de tête, les djihadistes. N'oublions pas que Ben Laden, le fondateur de Al-Qaïda, le maître de Ben Laden, Abdullah Azzam, était des frères musulmans. Le grand penseur du djihadisme, Saïd Qutb, était un frère musulman. Le Hamas, la première organisation sunnite qui a fait des attentats suicides, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Donc les frères musulmans, c'est un mouvement terroriste. Et il est interdit dans plusieurs pays parce qu'il est terroriste. Mais en France, il est allié au wok, il est allié à la gauche, à l'extrême gauche, même à l'islamo-droitisme. Il arrive à s'infiltrer partout. Il contrôle des mosquées. La plupart des écoles islamiques qui prennent des noms très andalous comme Averroès, oui. Mais il n'y a aucun livre d'Averroès dedans. C'est pas l'islam tolérant. C'est des écoles des frères musulmans. Ils se font passer en gros pour le contraire de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des antisémites, des complotistes, car ils sont foncièrement anti-juifs. Leur obsession, c'est le juif qui domine tout, et les francs-maçons, bien entendu, et ensuite les croisés qui sont manipulés par les premiers. Et leur but, c'est le règne de la charia sur toute la terre. Et pourquoi l'Europe? Pourquoi la France? Parce qu'ils voient dans les pays multiculturalistes, avec beaucoup d'immigration, une terre de conquête possible. Et ils ont un double objectif. L'immigration, il ne faut surtout pas qu'elle s'intègre. Elle va être intégrée aux mœurs mécréantes. Donc, il faut la paranoïser. Leur stratégie, c'est rendre les musulmans parano pour les pousser à se replier. Le ghetto volontaire. Leur faire croire que tous les mécréants juifs, chrétiens, athées sont hostiles, sont tous racistes, islamophobes. Et ça marche, parce que la parano, ça marche malheureusement. On va voir à l'image d'ailleurs l'emblème, ce qui est leur drapeau d'une certaine manière. Le voici. Jean-Loup, je me tourne vers vous pour encore plus de précision, pour mieux entrer dans ce débat. Qui sont véritablement ces frères musulmans? Encore une fois, vus de France aussi. Très bien. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une organisation ancienne puisqu'elle a été fondée en 1928 en Égypte par l'instituteur égyptien Hassan al-Banna, qui est le grand-père de Tariq Ramadan, qui est vraiment le père de Saïd Ramadan, qui est lui-même le père de Tariq Ramadan. On connaît bien en et donc France, Tariq Ramadan a été longtemps l'un des acteurs principaux en France et en Europe du projet des frères musulmans. Pourquoi est-ce que les frères musulmans ont été fondés? Pour deux raisons. Déjà parce que l'Égypte était une colonie britannique et que les frères musulmans pensaient que la présence coloniale risquait finalement de corrompre l'islam. Ça, c'est la première raison. Et deuxièmement, parce que juste avant, en Turquie, vous avez Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, qui avait aboli le califat, puisque le sultan ottoman était calife, c'est-à-dire qu'il était le chef spirituel, en théorie, de tous les musulmans sunnites. Et Mustafa Kemal abolit le califat et proclame la République turque. Et les frères musulmans ne l'ont pas supporté. Ils veulent rétablir le califat. C'est leur objectif. Et donc, c'est une organisation islamiste qui, d'ailleurs, dans les années 50, 60, 70, dans le cadre de la guerre froide, a été soutenue par les États-Unis parce que les États-Unis considéraient que les frères musulmans étaient un rempart contre le communisme et contre la gauche nationaliste arabe laïque. Ils ont été persécutés en Égypte par Nasser, le président nationaliste égyptien, qui voyait en eux une organisation terroriste. Saïd Qutb a été pendu sous le régime de Nasser. Et aujourd'hui, c'est une organisation qui est considérée comme terroriste dans beaucoup de pays musulmans, par exemple en Égypte ou aux Émirats arabes unis. Mais pas du tout en France, parce qu'en fait, les frères musulmans ont un projet véritablement, on va en reparler, de conquête. Et pour l'Europe,
ils voient justement dans cette immigration musulmane massive une chance et ils veulent l'utiliser, l'infiltrer et ils développent, ce sont en quelque sorte des trotskistes de l'islam qui développent, comme les trotskistes faisaient de l'infiltration dans d'autres organisations, ils ont une stratégie d'entrisme, d'infiltration permanente. Guillaume ? Oui, c'est ça qui, je crois, crée la dangerosité particulière de cette organisation, c'est qu'ils avancent masqués. Ce que dit Jean-Loup Bonamy est tout à fait exact, ils s'inspirent des trotskistes. Mais il faut bien comprendre que les trotskistes s'inspiraient eux-mêmes d'organisations très respectables, comme la maçonnerie par exemple, et la maçonnerie s'est inspirée elle-même de structures de l'Église comme les jésuites. Et arrêtons-nous un instant sur ce qui fait leur dangerosité. C'est-à-dire qu'ils ont une ambition éducative. Ils vont former des élites, finalement. Et donc, c'est un levier d'influence considérable sur la société. Ils ne disent pas, nous, on forme des gens avec des ceintures de terrorisme. Non, nous, on forme des avocats, nous, on forme des chirurgiens. Évidemment, ils vont se faire une place dans la société, mais ils seront porteurs de l'idéologie. Deuxièmement, les jésuites, ça les a beaucoup inspirés. Les jésuites, ça a été fondé par Ignace de Loyola. C'est-à-dire, c'était un militaire basque dans l'armée espagnole au XVe siècle. Et il a créé un mouvement qui était très structuré, comme l'armée. Eh bien, on retrouve ça chez les frères musulmans, comme on retrouve ça d'ailleurs chez les francs-maçons, avec les ordres et les degrés. Ensuite, vous avez une dimension secrète du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est apparent, puis il y a quelque chose qui est dissimulé. Et il y a un pacte de secret qui est passé entre eux. On le voyait avec les trotskistes, c'était très clair, on ne savait pas. D'ailleurs, quelqu'un comme Lionel Jospin, il a dit longtemps après qu'il avait appartenu au mouvement trotskiste. Eh bien, c'est là la dangerosité de ces frères musulmans, c'est qu'on ne sait pas qu'ils sont frères musulmans, ils ont l'instruction de ne pas le dire et ils peuvent s'appeler autrement. Enfin, quatrième point, il y a vraiment une structure paranoïaque. Vous savez, les paranoïaques sont des gens qui vont agresser les autres parce qu'ils pensent que les autres sont hostiles, mais en réalité, ils nourrissent eux-mêmes un plan. Donc les frères musulmans, comme beaucoup d'islamistes d'ailleurs, vont dire « mais le monde est islamophobe ». Donc comme le monde est islamophobe, on va s'organiser pour contrer, si vous voulez, cette islamophobie. Mais leur projet est évidemment un projet éminemment dangereux. On l'a dit tout à l'heure, c'est faire flotter le drapeau de Mahomet au Vatican, à Washington, sur la place Tiananmen. En fait, ils ont un projet de conquête du monde. Mais simplement, je veux dire, pour compléter ce que disait Guillaume, c'est qu'en France, nous avons deux types d'islamistes. Des islamistes djihadistes violents, on l'a vu avec les attentats du Bataclan par exemple, et des islamistes a priori non violents que sont les frères musulmans. Mais deux choses. Un, le fait qu'ils soient apparemment non violents ne les empêche pas d'être extrêmement dangereux, notamment par leur politique d'infiltration. Et deuxièmement, ils peuvent tout à fait passer à la violence. On a vu leur logo avec les deux épées. On a vu que dans la mort de Samuel Paty, il y avait eu un continuum, puisqu'en fait, les accusations contre Samuel Paty avaient été lancées et relayées dans le milieu frères musulmans avant d'aboutir à un passage à l'acte djihadiste. Donc il y a continuum. Et ces frères musulmans, qui sont considérés comme une organisation terroriste, par exemple aux Émirats arabes unis, sont soutenus par des États étrangers, notamment le Qatar et la Turquie d'Erdogan, qui sont les deux grands parrains. Et on voit que, par exemple, en Égypte, quand les frères musulmans ont exercé brièvement le pouvoir avant d'être renversés en 2013, au moment où ils ont été renversés, ils ont essayé de prendre les armes et de déclencher une insurrection qui n'a pas marché parce que le peuple dangereux. Les avait lâchés. Donc il ne faut pas croire qu'ils seraient définitivement non violents. Alexandre Delval, je me tourne évidemment vers vous. On l'a bien compris à travers ce que viennent de nous dire Guillaume Bigot et Jean-Loup Bonamy. Il y a deux techniques, la guerre et la politique. Finalement, les djihadistes et les islamistes. Laquelle de ces deux méthodes est la plus dangereuse, la plus à craindre sur le long terme, surtout, bien sûr? Je pense que sur le long terme, c'est l'islamisme que j'appelle institutionnel, celui des coupeurs de langue, qui utilise l'antiracisme, qui infiltre, qui subvertit nos valeurs. Mais il ne faut pas négliger non plus, ça va être choquant ce que je veux dire, le génie de l'islamisme djihadiste. Pourquoi il y a un génie? Parce qu'à chaque attentat islamiste djihadiste, il faut bien raisonner, non pas du point de vue du naïf paumé qu'on recrute qui va se faire sauter. Il faut quand même être assez limité pour croire qu'on va pouvoir avoir des magnifiques vierges en se faisant sauter. Mais il faut se mettre à la place de celui qui l'a motivé à aller se faire sauter, qui lui ne va pas aller se faire sauter. Et celui qui l'a motivé, il veut utiliser l'arme du djihadiste comme une publicité. C'est l'action qui est un message. La violence est un message. C'est ça que vous parlez de génie ? Et je vais vous dire pourquoi. Et le génie de l'islamisme consiste en fait, grâce à un harcèlement permanent par la violence, de créer du sensationnel, donc d'attirer les médias et d'avoir ce qui coûte des millions à des entreprises normales, une publicité permanente. Tous les mois, on a un acte djihadiste, petit ou gros. On en parle dans toutes les chaînes, dans pratiquement tous les pays occidentaux, c'est récurrent. Il y a une publicité gratuite, permanente, en faveur d'une seule religion. Aucune religion n'a autant de publicité grâce au génie. Alors, génie horrible, génie morbide,
de la violence qui est un acte de communication en tant que tel. C'est une publicité. Et c'est là qu'ils sont interdépendants, en fait. Je suis d'accord avec vous. Parce que cette publicité a-t-elle l'effet voulu d'une publicité en général? Pas forcément. C'est un échec stratégique parce que leur djihadisme ne leur permet pas de prendre le pouvoir. Bien entendu, au contraire, ils réveillent même d'une certaine hostilité, mais du coup, ça leur permet de fonder toute leur stratégie subversive d'entrisme et d'instrumentalisation de l'antiracisme. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les grandes structures antiracistes de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, les CRI, l'ENAR, tous ces réseaux, la FEMISO, c'est la jeunesse des frères musulmans, qui ont fait parler d'eux avec l'affaire de la publicité pour le hijab, ils ont tous instrumentalisé cette idée et leur grande affirmation, c'est que les musulmans sont victimes d'un racisme. Et qu'est-ce que le racisme anti-musulman? Ça qui est fou, c'est le fait même de parler du djihadisme. Donc le djihadiste fait parler de lui, mais le fait qu'on en parle et qu'on ose dire qu'il y a une violence islamiste est en soi considéré comme la plus grande source de discrimination envers les musulmans. Donc en fait, les uns finalement alimentent les autres. Et c'est contre-intuitif tout de même. C'est totalement contre-intuitif. Normalement, ça devrait détourner mais je vais vous montrer les gens. Pourquoi ça marche? J'ai 2 exemples. Après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, qu'est-ce que fait le gouvernement de Hollande? Avec les impôts des Français, de vous et de moi, on va payer un clip qu'on a montré dans les chaînes publiques qui était abject, qui à mon avis était scandaleux en guerre psychologique. C'est un clip vidéo où on montrait des franchouillards méchants, racistes qui agressaient une gentille femme voilée. C'est le lendemain, c'est quelques mois, c'est en réaction aux attentats. Normalement, après les attentats islamistes qui sont suprémacistes, qui ont un leitmotiv, un motif suprémaciste, on devrait déconstruire leur idéologie et déparanoïser et montrer qu'ils ont en enfer. Non, qu'est-ce qu'on fait? Avec les impôts des Français, on véhicule leurs propres accusations. Les djihadistes souvent frappent en disant « vous êtes des sales islamistes ». Et qu'est-ce qu'on répond? Oui, c'est vrai. Et on fait même une publicité dans les chaînes publiques en montrant que le français ce que vous nous dites, ne cesse d'agresser des femmes voilées. Ce terrorisme est tellement incompréhensible qu'on va rechercher en nous-mêmes ces raisons. C'est pas comment peut-on être persan, c'est comment peut-on être terroriste. Et donc, s'ils sont terroristes, c'est que nous sommes méchants, c'est que nous sommes islamophobes. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre mécanisme? C'est-à-dire que les islamistes, on va dire bon teint, les islamistes et frères musulmans, apparaissent finalement plus acceptables. Alors ça, ils le font aussi. Ils ont théorisé, et là c'est très grave, depuis un certain nombre d'années, depuis 25 ans, les islamistes frères musulmans, dont Kardawi, qui est le père spirituel de toutes les organisations des frères musulmans en Europe. Qui est au Qatar actuellement. Il est d'origine égyptienne, il a été banni d'Égypte et il est au Qatar, soutenu par les Qataris. Pour vous dire le profil, cet homme, il y a à peu près 10 livres en vente de lui en France, jusqu'à pas très longtemps, même un livre qui a incité à tuer. Les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer. Cet homme a fait des fatwas pour dire qu'Hitler avait bien fait son travail pour avertir les Juifs. On peut retrouver sur Internet pour nos auditeurs. Il est ultra antisémite, il est complotiste. Il a également dit que même une femme peut se faire sauter dans un attentat kamikaze contre des Juifs ou en Irak. Vous voyez le genre. Et ces livres ont été longtemps disponibles dans les grandes librairies françaises. Il a préfacé Tariq Ramadan et il est le père spirituel de tout l'islam des frères musulmans en Europe et il est encore au conseil scientifique notamment de l'IHESS. Vous savez, la fameuse université qui a été donnée d'ailleurs grâce à Daniel Mitterrand pour un euro symbolique où on forme les imams européens. Et donc toutes ces stratégies des frères musulmans, c'est l'infiltration. Et donc, moi, ce que je voulais justement rebondir là-dessus, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a affaire à un mouvement qui en fait est un mouvement d'extrême droite. D'ailleurs, dans la pensée d'Hassan el-Banna, le fondateur de la confrérie, grand-père de Tariq Ramadan, voilà, vous avez en effet des éloges du fascisme italien et du nazisme allemand. Vous avez un mouvement qui est homophobe, qui appelle au meurtre des homosexuels, misogyne, un mouvement qui est violemment misogyne, un mouvement qui est de manière pathologiquement antisémite, pathologique, paranoïaque et obsessionnelle antisémite. Et ce qui est très fort, c'est qu'aujourd'hui, alors que ce mouvement est, on peut dire, à l'extrême droite de l'extrême droite, réussit à infiltrer les structures de l'antiracisme français. Et de l'antifascisme. Et vous voyez, je vais donner un exemple, et c'est là où on voit la dangerosité du mouvement de la confrérie des frères musulmans. Par exemple, vous avez en France la chaîne AJ+, qui est dépendante d'Al Jazeera, financée par le Qatar, et ce mouvement, cette chaîne qui est tenue par les frères musulmans, fait beaucoup de choses dans la lutte contre l'homophobie, dans la lutte contre la transphobie, la convergence. Et donc pour récupérer l'intersectionnalité. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la révolution islamique en Iran. L'ayatollah Khomeini, islamiste, s'était allié aux communistes
pour renverser le Shah d'Iran. Mais dès qu'il a pris le pouvoir, il a fait massacrer les communistes en leur disant « vous êtes des matérialistes, vous êtes des athées ». Il était influencé par les frères musulmans, ce qui n'est pas connu. Il était chiite, mais influencé par la pensée de Sayyid Qutb, dont il a fait des rues et des places. Oui, en Iran, il y a un timbre à l'effigie de Sayyid Qutb. Mais quelque chose de très important que je voulais terminer, la preuve de leur efficacité, c'est que comme ils ne se disent pas djihadistes en Europe, alors qu'ils le sont ailleurs. Mais en Europe, ils ont réussi à faire croire qu'ils étaient anti-djihadistes. Ils ont réussi à avoir l'approbation de pouvoirs publics, parfois même de services secrets et de services de police. Et pourquoi ? Parce qu'ils disent, nous, on n'est pas loin du djihadisme. Mais si vous nous donnez des espaces d'extraterritorialité, des exceptions, des piscines séparées, des avantages pour vivre dans notre ghetto volontaire, pour ne pas être contaminé par les impies, eh bien, on vous aidera à calmer certains terroristes. En gros, c'est le terroriste qui vous dit, je vais calmer les terroristes. Vous me payez, vous me donnez des gages. Achetons la paix sociale. Et c'est pour ça qu'ils ont baptisé l'Europe et la France Dar el-Shahada, Dar el-Dawa. Ça veut dire la terre du témoignage ou de l'annonce. Et alors que normalement, dans la démonologie géopolitique islamiste, l'Europe, c'est terre de la guerre. Et pourquoi on n'est plus terre de la guerre ? Parce que dans l'extrême culpabilité et naïveté de l'Européen, l'islamiste a vu finalement, c'est plus vraiment des ennemis. L'Europe, c'est le maillon faible. Ils nous payent. L'Europe est le ventre mou de la conquête. Mais il faut le dire à nos éditeurs, on paye les frères musulmans. Ils reçoivent de l'argent de l'OSCE, de l'argent de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, des mairies, de nombreuses associations avec l'argent public, et donc on les paye pour faire leur prosélytisme. Là, on est sur le cœur du problème. Est-ce que souhaitent peut-être comprendre les gens qui nous regardent ce matin, encore une fois ? Moi, j'ai deux questions très simples pour conclure. Déjà, à quel point les frères musulmans sont-ils présents en France, quantitativement, vraiment factuellement ? Et surtout, à défaut d'interdire cette idéologie, d'interdire ces frères musulmans, comment peut-on lutter contre cette idéologie, cette propagande ? Alors, c'est très simple. C'est ce que j'ai dit dans l'enquête de la commission. D'abord, comment on les quantifie en France ? Alors, pour les quantifier, en France, c'est pas là où ils sont le plus nombreux. Mais ils représentent un réseau de... Combien de mosquées, par exemple ? Entre 150 et 200 mosquées, c'est quand même déjà pas mal. Ils ont des figures, mais ils ont aussi Qatar Charity, c'est le fonds qatari qui les finance, et l'European Trust. Ils ont quand même de l'argent derrière eux, en plus du contrôle du halal. Ils sont pas les plus nombreux, c'est les Marocains en ce moment qui ont gagné les élections au sein du Conseil français de culte musulman. Mais il y a aussi des mosquées qui sont hors CFCM. Les leviers pour contrer cette idéologie et les leviers pour contrer cette idéologie, c'est très simple. C'est ce qu'on a dit à la commission d'enquête du Sénat. Puisque leurs références sont djihadistes, ils disent que le djihad, c'est le 6e pilier de l'islam, alors qu'il n'y en a que 5. Puisqu'ils sont djihadistes, antisémites, complotistes, culte de la violence et suprémacisme avec un racisme antisémite et anti-chrétien et anti-athée qui est absolument stupéfiant, eh bien, on peut les ranger dans la catégorie des révisionnistes ou des nazis, c'est-à-dire des idéologies que la France interdit légalement. On peut, et ils sont, croyez-moi, je crois, l'a fait l'Autriche. On a bien interdit des associations comme les identitaires, mais ils sont bien plus nazifiants que les identitaires. Ils sont couverts de subventions et alors qu'ils sont les bien autorités plus françaises nazifiants que des mouvements d'extrême droite qu'on a interdits. Je ne suis pas là pour défendre des mouvements d'extrême droite, bien sûr, mais vous dites entre génération identitaire et les frères musulmans, c'est le jour et la nuit. Ils sont beaucoup plus nazis. Ils sont ouvertement antisémites, suprémacistes, complotistes. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas les interdire ? Des mouvements terroristes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas les interdire en France ? Moi, j'ai J'en ai parlé souvent, y compris avec votre collègue que j'aime beaucoup, juge Fenech, avec d'autres juges. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas pénalisé et criminalisé idéologiquement et juridiquement, non pas uniquement une association locale, mais la mouvance des frères musulmans, en montrant qu'elle est liée au terrorisme, au nazisme historiquement et à l'antisémitisme, on ne pourra pas l'interdire. Mais si on le prouve, et c'est très facile, on peut faire une loi qui montre que, comme le révisionnisme, cette idéologie est dangereuse, contraire à nos valeurs et interdite. Merci beaucoup Alexandre Delval de nous avoir éclairé sur ces questions. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire contemporaine, géopolitologue. Merci à vous, surtout, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce 2e numéro d'Info du Monde. J'espère qu'on vous laisse avec un petit peu plus de clés pour comprendre le monde qui nous entoure. Rendez-vous samedi prochain pour continuer de décrypter l'actualité internationale. Merci beaucoup, Guillaume Bigot. Merci. Jean-Loup Bonamy, vous étiez parfait. Comme d'habitude, France Goldfarb a mis en image et a édité cette émission. Je le remercie. L'info se poursuit sur CNews. À samedi prochain.